Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir à ceux qui étaient déjà présents hier soir pour la première conférence. Bienvenue à cette deuxième conférence des colloques Wright pour la science, 17e édition cette année. Ça fait effectivement déjà 30 ans que la fondation Dodell Wright s'engage pour la diffusion des savoirs scientifiques dans la société ici à Genève. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis responsable de la rubrique Sciences au journal Le Temps, qui est partenaire de cet événement. Vous avez peut-être vu les interviews qu'on a publiées dans nos pages ces derniers jours et qui vont encore paraître, en tout cas demain, pour l'interview de Svante Pääbo qui sera là jeudi soir. Donc, comme chaque année, vous le savez, nous avons le privilège ici d'accueillir à Genève des orateurs de renom, de prestige venant du monde entier. Ceci pour qu'ils nous présentent leurs recherches, pour qu'ils interagissent avec vous, qu'ils répondent aussi à vos questions. C'est un privilège assez important que nous avons ici de pouvoir les accueillir. Cette année, évidemment, on ne fera pas exception. On l'a déjà vu hier soir avec la présence de Linda Buck, prix Nobel de médecine 2004, pour ses découvertes sur les gènes des récepteurs olfactifs. Et bien sûr, ce soir, jeudi et vendredi, encore avec 3 conférenciers de renom. Tous ces orateurs s'exprimeront sur le thème de la conférence qui a été, le thème du colloque qui a été choisi cette année pour ces conférences, à savoir, vous l'avez ici, décoder le livre de la vie, la révolution génomique. Pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème important? Pour en savoir un peu plus, je passe immédiatement la parole à Yvan Rodriguez, qui est membre du comité scientifique de la Fondation Wright et aussi professeur de génétique à l'Université de Genève. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, là, ça fonctionne. Alors, dans le désordre, mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur le vice-recteur, chers collègues, peut-être monsieur le recteur, mais je ne l'ai pas vu. Je me réjouis de vous revoir ici pour cette deuxième conférence de ce colloque Wright 2016. Pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas là, qui n'étiez pas présents hier soir, je rappelle en 2 mots que l'idée de ces colloques est de créer un pont entre la science, les scientifiques et le grand public. Non seulement de transmettre aux générations futures la flamme qui anime les scientifiques eux-mêmes, de naturellement favoriser la transmission de la connaissance scientifique, des concepts scientifiques de base, mais peut-être surtout de faire mieux comprendre ce que la science elle-même signifie, de faire mieux comprendre ce que la démarche scientifique implique. Cette démarche consiste en l'observation d'un phénomène, puis l'émission d'une hypothèse qui pourrait expliquer cette observation, puis d'un test, d'une expérience qui va évaluer la justesse de cette hypothèse. Un test qui sera effectué 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, par des dizaines de scientifiques différents, à des dizaines d'endroits différents, à des dizaines de moments différents. Et en fonction de ces résultats, de conclure qu'on peut adopter l'explication du phénomène, ou alors qu'il faut modifier cette explication, ou alors que simplement il faut l'abandonner et émettre une nouvelle hypothèse. Et voilà peut-être un des plus importants messages à extraire de ces colloques, parce que c'est la compréhension, c'est l'intégration de cette méthode simple, mais qui bizarrement ne s'applique souvent pas en dehors des laboratoires, qui nous permettra à nous, humains, d'être mieux armés face aux nombreux charlatans qui peuplent nos villes et nos campagnes. Pour en revenir au colloque et à sa thématique qui s'intéresse cette année à la révolution génomique, c'est-à-dire à notre toute nouvelle capacité de lire le livre de la vie, les conférenciers ont été choisis, comme je vous le mentionnais hier soir, parce que leur domaine d'expertise est directement affecté par cette révolution. Nous avons écouté d'hier, ce lundi, le prix Nobel Linda Buck, qui nous a décrit comment l'identification de gènes pouvait nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de base de la biologie. Elle nous a parlé de sa découverte de la plus grande famille de gènes
présente dans le génome des mammifères et comment l'utilisation de cette famille à l'intérieur de nos cavités nasales nous permet d'apprécier en bon papé vaudois ou alors, au contraire, de ne pas ingérer un poisson qui aurait depuis longtemps quitté son milieu naturel. Dans 2 jours, jeudi prochain, Svante Pääbo nous parlera d'évolution. Il nous parlera de notre histoire, à nous les hominidés, et en particulier au séquençage du génome de nos très proches cousins, l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, et de ce que la lecture de ces livres de nos 2 cousins, de leur génome, nous apprend sur notre propre évolution, sur l'histoire de notre propre espèce. Et finalement, nous clôturerons ce colloque vendredi avec une conférence du philosophe et essayiste Peter Sloterdijk qui nous fera partager sa réflexion sur le futur de notre espèce, futur qui est naturellement directement affecté par notre capacité non seulement de lire les génomes, mais de les modifier. Aujourd'hui, nous écouterons le professeur Snyder, qui dirige le Centre de génomique et de médecine personnalisée de Stanford et qui va nous parler de ce que la caractérisation génomique individuelle chez l'humain va modifier dans notre compréhension des pathologies et dans notre façon de traiter ces pathologies. Et voilà donc pour resituer en quelques mots la conférence de ce soir dans le cadre plus large de la thématique de cette semaine. Merci Jean. Comme vous le savez, donc, cette conférence est une conférence, mais elle vous donne aussi la possibilité de poser des questions aux conférenciers à la suite de la conférence. À ce stade, je vous demanderai de ne pas éteindre vos portables, mais de les mettre sur mode silencieux. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Les mettre sur mode silencieux, évidemment, par respect pour le conférencier, mais ne pas les éteindre parce que cette année, outre les micros qui se baladeront dans la salle et qui vous donneront la possibilité de poser vos questions, on teste une nouvelle manière d'interagir avec le speaker de ce soir, à savoir Twitter. Si vous avez un portable ou un ordinateur ou une tablette, connectez-vous. Vous avez le nom du Wi-Fi de l'Université de Genève qui est Guest Unige. Connectez-vous, c'est libre d'accès. Et lancez Twitter et posez-nous vos questions à travers Twitter en mentionnant le hashtag, donc le dièse, ColloquWrite. Mentionnez bien ce code-là, vous posez votre question sur Twitter et Yvan, qui sera avec moi, les relayera, seul ou en grappe, au speaker de ce soir, Michael Snyder. Vous pouvez poser ces questions en français et en anglais. Elles vous seront répondues en anglais, mais vous avez tous reçu ou dû recevoir un casque à l'entrée pour entendre les réponses en français. Donc, encore une fois, en français ou en anglais pour les questions, que ce soit posées dans les micros ou par Twitter. Voilà, je m'arrête là pour ce qui est des housekeeping issues et je repasse la parole à Yvan qui va peut-être nous en dire plus sur l'orateur de ce soir. Tout à fait. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir Michael Snyder. Le professeur Snyder a obtenu son doctorat en sciences à l'Institut de technologie de Californie. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral à l'Université de Stanford. C'est aujourd'hui un expert mondial du domaine de la génomique et un des participants majeurs dans très gros projets, un projet massif appelé ENCODE, en acronyme un peu étrange pour Encyclopédie des éléments d'ADN, qui a pour but d'identifier la totalité des éléments fonctionnels présents dans le génome humain. Michael Snyder a développé de très nombreuses techniques, des techniques qui sont aujourd'hui utilisées par beaucoup de laboratoires à travers le monde. Son travail est un travail de pionnier. Il a été, par exemple, le premier à effectuer une étude à large échelle de génomique fonctionnelle. Il s'intéresse particulièrement au profilage individuel chez l'humain, tant au niveau génomique qu'au niveau protéomique. L'idée est ici, entre autres, de pouvoir évaluer les risques de pathologie et de disposer de données précises pour suivre le développement
de ces pathologies. Finalement, ce lien direct entre ces recherches et la santé, ce lien direct avec la médecine personnalisée, a mené Michael Snyder à créer ou co-créer de multiples compagnies de biotechnologie, Protometrics, Affomix, Excelix, Personalis et d'autres. Eh bien, elles ont été créées par Mike Snyder. Son travail s'inscrit donc tant dans la recherche fondamentale que dans l'application des résultats de cette recherche fondamentale. Je laisse maintenant donc la parole à Michael Snyder qui va nous faire voyager dans les génomes humains, mais aussi, j'imagine, dans les génomes de ceux dont nous sommes les hôtes, le génome des habitants qui vivent à l'intérieur de nos corps, et j'entends par là le microbiote, c'est-à-dire les bactéries, les levures et les champignons qui colonisent nos intestins, qui colonisent notre peau et qui nous permettent à tous de survivre. Dear Mike, welcome in Geneva. We are glad and honored to have you here. The floor is yours. Great, thanks so much. Well, thank you very much. Merci Yvan. Je souhaiterais commencer par remercier l'Université de Genève, la Fondation Wright et Yvan de m'avoir invité. Je suis ravie de participer à ce colloque. Vraiment, je suis heureux d'en faire partie et de voir tellement d'amis que je n'ai pas vus depuis des décennies. Alors, c'est formidable. Alors, je vais vous parler de la façon dont la génomique et le big data va nous permettre de gérer la santé. À l'avenir, ça ne va plus se faire comme on le fait aujourd'hui. Je vais vous parler de science, je vais vous parler de voyage personnel et je vais vous raconter aussi des anecdotes que j'espère vous paraîtront intéressantes. Alors, la santé, on le sait par intuition, est un état. La santé est influencée par toutes sortes de facteurs. La plupart du temps, on est en bonne santé, mais de temps en temps, on tombe malade si on est attaqué par un virus ou des choses beaucoup plus délétères comme le cancer ou une maladie cardiovasculaire. Cette santé est influencée par toutes sortes de choses, par votre ADN et par cet environnement. Donc l'alimentation, les stress de la vie, l'exercice, les pathogènes, tout cela, nous savons, vont affecter notre santé. Et dans un avenir proche, les gens seront nés et leur génome sera déjà séquencé. Et ce qu'on voudra comprendre, c'est les conséquences en matière d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, pour éviter la maladie. Et je crois que ce sera commercialisé et je vais vous donner un petit peu d'informations, comment on commence une cellule, on se retrouve avec 10 à 30 trillions de cellules. On sort pas tous comme Arnold Schwarzenegger. Je pense qu'il n'y a pas seulement de l'ADN qui est responsable de son apparence, mais c'est assez extraordinaire que cette cellule donne lieu à ça, c'est-à-dire un être humain qui réfléchit et qui parle. Notre ADN est composé de 4 produits chimiques, de 4 blocs modulaires qui sont arrangés et on les revoit arrangés dans des chromosomes, donc où nous avons 23 paires de chromosomes dans chacune de nos cellules. Donc notre ADN est arrangé comme cela et l'ADN d'une personne ressemble beaucoup à l'ADN d'une autre personne. En tout cas, pour ce qui est ces 6 millions d'arrangements, mais en fait, vous voyez ça de plus près, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Il y a 4 millions de différences entre vous et votre voisin. Et sont donc
dû à des changements chimiques uniques, comme vous voyez ici. Et puis vous avez d'autres changements plus importants. Il y a un demi-million de ces changements et des changements énormes. Ces millions de ces produits chimiques qui seront insérés ou supprimés, ça va susciter d'autres changements. Donc ces variantes, ce sont ces variantes qui vous rendent différent de votre voisin, sauf si votre voisin est votre jumeau, votre vrai jumeau. Donc c'est possible de découvrir ces variantes. Il y a de nouvelles techniques pour y arriver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au cours des 10 à 15 dernières années, ces nouvelles techniques ont évolué. Donc avant, le premier génome nous a coûté $1 milliard pour le séquencer. Aujourd'hui, on peut y arriver pour $1 200. Donc on arrive à séquencer le génome, c'est ce que l'on paie. Ça, c'est simplement le séquençage. L'interprétation coûte $15 000. Donc, le problème, ce n'est pas tellement le séquençage, c'est l'interprétation des génomes et on s'améliore et naturellement, au fur et à mesure qu'on s'améliore, ça sera moins onéreux, mais pour l'instant, c'est assez cher. Il y a d'autres techniques, je reviendrai sur ces questions pour les amateurs. Il y a une explosion d'une nouvelle technique, la spectrométrie de masse pour détecter les explosifs dans les aéroports. On les utilise pour suivre des dizaines de milliers de molécules dans une prise de sang. Et ces deux techniques nous permettent de suivre les êtres humains de façon beaucoup plus précise, plus que ce n'a été possible par le passé. Voici un autre système. On fait un séquençage de l'ADN, donc on peut faire un séquençage de génome avec ces nouvelles techniques et cela coûte $1 200. Et puisque c'est devenu meilleur marché, on peut constater que le séquençage de génome fait partie intégrante de la médecine. C'est-à-dire, on voit cela de plus en plus souvent. Le séquençage vous permet d'utiliser les résultats pour traiter les cancers, les maladies orphelines ou celles qu'on ne connaît pas encore et les diagnostics prénataux. On peut faire un séquençage du génome du fœtus chez la maman enceinte. Alors, ce sont des tests que l'on peut faire pour trouver des anomalies chromosomiques en faisant un prélèvement sanguin de la maman enceinte et ensuite de faire un séquençage du génome. On le fait pas pour des raisons techniques et puis aussi pour des raisons éthiques. Donc, on utilise ces techniques dans différents domaines et nous, on utilise ces techniques pour voir si vous êtes en bonne santé, est-ce que ça vaut la peine de faire un séquençage du génome. Alors, je vais vous montrer des exemples de ces deux cas de cancer. Donc, on fait le séquençage du génome pour traiter le cancer. Vous savez que c'est une maladie génétique, donc vous pouvez avoir une prédisposition au cancer si vous l'avez hérité de vos parents ou il y a des mutations d'ADN parce que vous avez été exposé à des produits chimiques toxiques ou à des rayons et on a de plus en plus de risques de souffrir d'un cancer en vieillissant. Et en vieillissant, il y aura des changements dans votre corps et en règle générale, ce cancer n'est pas dû à un seul changement, c'est dû à des changements multiples, peut-être une dizaine ou une vingtaine de changements qui vont faire que ces cellules vont se développer de façon erratique. Donc on fait un séquençage justement pour pouvoir trouver ces génomes, et il se trouve en fait que chaque cancer est différent. Si vous faites un séquençage de cancer, il ne sera pas du tout le même que celui de d'un autre patient souffrant de cancer. Et c'est là où on va pouvoir avoir des pistes médicamenteuses grâce à ces informations. Donc on fait un séquençage
séquençage et ensuite on voit quelles sont les voies d'abord médicamenteuses pour traiter le cancer. Imaginez vous souffrez de cancer et ça m'est arrivé, j'ai des proches qui en ont souffert, donc on va faire un séquençage de l'ADN de la cellule cancéreuse et du cellule de tissu normal du sang ou de la salive et puis on essaye de voir quels sont les changements que l'on trouve dans la cellule cancéreuse et qu'on trouve pas dans l'ADN normal et on essaye de voir quels sont ces changements qui nous donneraient des pistes médicamenteuses pour ce cancer-là et pour ce patient-là. On a commencé comme cela, c'est la première personne que nous avons traitée, c'est un patient qui souffrait d'un cancer du côlon qui s'est métastasé, ce qui n'est pas une bonne chose. Le cancer, quand on le dépiste pas assez rapidement, se métastase et passe à d'autres organes. Chez ce patient, on avait fait un séquençage de l'ADN de la cellule cancéreuse et on a cherché des changements. Et on cherchait des changements où on avait des copies de gènes pour expliquer pourquoi ce patient souffrait de cancer. Alors regardez cela comme cela. Voici l'ADN normal, mais il y avait 2 zones dans l'ADN qui avaient des copies supplémentaires, des copies extra. Et ces copies supplémentaires de ce gène et des copies supplémentaires dans une autre région d'un autre gène. Alors ces 2 gènes, on arrive à les cibler avec un médicament. Alors, grâce au séquençage du génome, on a pu constater ces changements génomiques et on a donc pu choisir un médicament qui allait cibler cette zone-là. C'est quand même un beau résultat parce que ce genre de cancer, c'est rare qu'il y ait une mutation dans ce gène. Ce n'est que 2% de patients qui ont cette mutation dans ce gène-là et c'était important de pouvoir séquencer cela pour voir la piste médicamenteuse privilégiée. Donc, il y a une intervention chirurgicale et ensuite on l'a traité avec ce médicament et ils ont guéri de ce cancer. Donc, on peut faire correspondre le médicament à une mutation génétique pour mieux traiter quelqu'un et parce que les mutations ne sont pas les mêmes d'un patient à l'autre, d'une mutation génétique à l'autre. Et je peux vous dire que nous l'avons fait cela dans ma famille parce que ma belle-mère a eu un cancer de l'ovaire. Donc, naturellement, on a fait un séquençage de son ADN. Elle était très très malade, très rapidement. Et grâce à des tests génétiques, on a trouvé quelle était la mutation. Il y a eu un médicament qui venait d'être obtenir son agrément et ça a amélioré sa santé pendant 9 mois et ensuite il y a eu une rechute. C'est ça le problème, c'est-à-dire que ces patients réagissent très bien à ce traitement mais à très long terme le cancer revient. Donc, il nous faudra des médicaments multiples pour pouvoir traiter le cancer. Mais cela représente quand même une piste très prometteuse. Et donc, encore, vous allez voir des médicaments où on va justement cibler des altérations génétiques. Autre domaine où on a fait du très bon travail avec ce séquençage du génome, ce sont ces maladies orphelines. En fait, elles ne sont pas si orphelines que cela, hein, si on voit le pourcentage dans le monde entier. Cela représente 0,4% des enfants qui naissent chaque année avec un gros défaut à la naissance et donc par la suite, en vieillissant, les gens se retrouvent avec un trouble génétique, 8% des adultes, surtout des problèmes cardiovasculaires. On pense que cela est dû à des changements génétiques parce que, évidemment, il n'y a pas forcément un problème d'environnement puisque ça se présente assez rapidement chez les nourrissons. Donc, on peut essayer de deviner ce qui est responsable et on peut cibler un gène spécifique, mais la plupart du temps, on ne sait pas, donc on essaye de faire un séquençage justement pour pouvoir traiter ces maladies. Premier cas, qui est assez spectaculaire, ce petit patient, ce petit Nicolas, qui était
traité à l'école de médecine de Wisconsin. Il était en très bonne santé jusqu'à l'âge de 2 ans. Il s'est coupé, ça n'a jamais guéri. Il a eu de plus en plus de plaies, une sepsie, et on s'est rendu compte qu'il avait un problème d'immunosuppression. Il a eu une centaine d'interventions chirurgicales. On lui a enlevé le côlon, il n'arrivait pas à manger. Évidemment, sa santé ne s'améliore pas. On a fait un séquençage et on s'est rendu compte qu'il y avait une mutation dans le gène XIAP qui expliquait tous les problèmes de santé qu'il avait subis. Donc, on a fait une transplantation de moelle osseuse, on lui a redonné des bonnes cellules qui ont repeuplé son système immunitaire. Le voilà à l'âge de 6 ans, maintenant il a 8 ans, donc en faisant un séquençage de gènes, on a pu trouver une solution thérapeutique. Ça ne marche que 30% des cas. Dans 30% des cas, on arrive à trouver ce qui se passe chez l'enfant en faisant un séquençage de son ADN. On en fait beaucoup. Le nombre de fois on arrive à trouver la piste médicamenteuse, c'est encore beaucoup plus rare, peut-être 2%. Mais c'est quand même très important de savoir au moins quelle est la raison de la maladie, la cause génétique, parce que les parents essayent de comprendre ce qui se passe, pourquoi leur enfant tombe malade. Donc, de plus en plus de gens font du séquençage de gènes. Dans les 70% ou 70% restants, on se retrouve avec ce genre de problème, on fait un séquençage et on se retrouve avec une liste de gènes qui pourraient être coupables ou responsables. C'est surtout si on a affaire à un problème de développement normal, cet enfant souffrait de retard. Et quand on a fait un séquençage de l'ADN, on a trouvé 8 variations qui pourraient être responsables. Donc on était un petit peu confus, mais on a essayé de trouver quel était le gène responsable. Et on a réussi à régler le problème parce qu'on a fait un séquençage d'un autre de l'enfant à Stanford, et l'autre enfant à l'université de Duke avait la même pathologie. Donc ça a permis de mieux saisir le gène responsable, et on en a parlé sur des médias sociaux, et comme ces changements sont très très rares, la probabilité que ce ne soit pas le même gène qui soit responsable est pratiquement nulle, et on a donc réussi à faire une correspondance, et on s'est dit voilà, ça doit être le gène responsable. Et il y a à peu près une 30aine d'enfants dans le monde entier que l'on a trouvé grâce aux médias sociaux qui ont les mêmes caractéristiques. C'est comme ça qu'on a résolu le problème. C'est quand même assez fou. On essaie de régler le problème grâce aux médias sociaux. C'est peut-être formidable, mais c'est quand même pas la façon la plus scientifique de procéder. Donc on sort ces informations et il y aura des milliers de génomes séquencés, et on va pouvoir faire des correspondances et on pourra partager ces informations. C'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir partager ces informations. Alors les enseignements tirés de ce chapitre, c'est que le taux de réussite en général pour identifier les mutations causale est de 30%. Et on n'a pas forcément une solution thérapeutique, mais au moins on sait quelle est la maladie qu'on est en train de traiter. Cela peut être utile aux parents s'ils vont avoir d'autres enfants. S'ils ont envie de faire un autre enfant, ils vont peut-être faire une FIV, une fécondation in vitro, et donc ça peut être utile pour éviter des problèmes. Et comme je l'ai dit, nous avons besoin d'une grosse base de données pour y arriver. Donc tout ceci est de bon augure, mais qu'en est-il de moi? Je suis en bonne santé, est-ce que le séquençage de mon génome personnel va être utile? Et c'est une question controversée. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que c'est une mauvaise idée que de se faire séquencer son génome quand on est en bonne santé, parce que on transformera tout le monde en hypocondriaque. C'est-à-dire que les gens vont s'inquiéter constamment de l'évolution de leur génome et donc de leur santé. C'est une idée néanmoins que nous avons voulu tester.
sur la base des informations, du séquençage, mais aussi des antécédents et de l'anamnèse du patient, on peut commencer à prédire les risques, suivre l'évolution de la santé du patient, éventuellement établir des diagnostics, surveiller l'évolution de la santé et, le cas échéant, traiter les maladies. Mais nous avons aussi voulu aller un petit peu plus loin, pas simplement séquencer l'ADN, parce qu'il existe des technologies nouvelles que j'ai déjà mentionnées qui permettent d'étudier des dizaines de milliers de molécules dans le sang humain. C'est pour cela que nous avons réalisé des profils extrêmement détaillés sur un certain nombre de personnes, non seulement en séquençant leur ADN, mais aussi en séquençant toutes les modifications de leur ADN. Nous avons découvert les diverses molécules qui sont produites à partir de l'ADN, l'ARN, le transcriptome. Nous essayons également de suivre les protéines. Nous avons été en mesure de suivre à peu près les 2/3 d'entre elles avec la spectrométrie de masse. Nous avons également des tests spéciaux pour suivre des molécules très importantes de protection immunitaire qui s'appellent les cytokines. Nous avons également mis en place des tests pour tester le métabolome, les métabolates et les lipides. Ce sont des produits chimiques extrêmement importants qui sont responsables du bon fonctionnement des échanges énergétiques dans l'organisme. Nous avons également assuré le suivi du système immunitaire et, je vais en reparler un peu dans un instant, nous avons aussi suivi les bactéries qui vivent dans nos organismes et dans d'autres organismes. C'est ce qu'on appelait le microbiome. Dans les matières fécales, dans le nez, dans la peau, etc. Nous avons suivi 5 types de microbactéries différentes. Je vais vous l'expliquer davantage dans un instant. Donc nous avons procédé à ces analyses extrêmement détaillées sur les individus. Pourquoi? Parce que nous essayons de comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être en bonne santé. Puisque nous avons dû faire des milliards de mesures en essayant de déterminer qu'est-ce que ça veut dire que d'être en bonne santé. Et qu'est-ce que ça signifie que de tomber malade. Quand la maladie se déclare-t-elle, etc. Et comment la traiter. Nous voulons aussi comprendre comment ces divers éléments interagissent les uns avec les autres. Nous savons que les bactéries de l'intestin contribuent au métabolisme, mais nous ne savons pas quelle est l'équation exacte. Donc c'est ce que nous essayons de déterminer. De quelle manière l'ADN se comporte-t-il par rapport au microbiome, par rapport aux métabolants et à tous les autres composants de l'organisme. Et nous essayons de le suivre dans le plus grand détail possible. Nous voulons aussi savoir de quelle manière les individus réagissent et s'ils réagissent de manière similaire ou non aux mêmes situations. Selon le virus, s'il y avait un virus dans cette salle, la moitié d'entre vous tomberaient malades. Certains auraient des symptômes probablement communs. Par exemple, en cas de virus du rhume, eh bien, vous auriez le nez qui coule. Mais les symptômes seraient peut-être aussi personnalisés, il y aurait des réactions individuelles différentes de celles de votre voisin. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les points communs, mais aussi les différences entre les individus et aussi de déterminer pourquoi certains individus ne tombent pas malades. En réalisant ces profils approfondis, nous espérons pouvoir répondre à toutes ces questions. Et enfin, nous réalisons ces profils approfondis de manière à apprendre des informations importantes permettant d'aider les individus. Et ça, c'est tout à fait vrai. Je vais vous montrer comment, en étudiant les individus de façon très détaillée, nous apprenons beaucoup de choses très importantes sur l'ADN, mais aussi sur d'autres éléments de l'individu qui sont très utiles. Nous avons commencé par ce qu'on appelle l'omique personnel. Moi, je vis aux États-Unis, donc en commençant sur moi-même, j'ai été certain que personne ne me poursuivra en justice. Et j'ai donc demandé que l'on prélève mes matières fécales, mon urine, mon sang, etc. tous les 2-3 mois. Et ensuite, lorsque je tombe malade, ou s'il y a quelque chose d'intéressant qui se produit sur moi, on prend davantage d'échantillons. Par exemple, ça fait à peu près 7 ans que je me prête à ce genre de test et j'ai réalisé 200 de ces échantillons. J'ai subi ou traversé 10 infections virales. Je ne sais pas s'il y en aurait autant. Vous avez souci à la maladie de Lyme en Suisse? Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et puis j'ai aussi eu un accident de vélo assez grave il y a 1 an.
Et à chaque fois, eh bien, on m'a prélevé des échantillons particuliers. Tout ceci sont des virus très courants, le rhinovirus par exemple, ça c'est un virus respiratoire. Tout ceci est extrêmement courant, ça provoque le rhume et ainsi de suite. Le résultat, c'est que au bout de 9 mois après le début de l'étude, j'ai eu cette infection, j'ai on m'a prélevé du sang juste après le début de l'infection, puis 2 jours après, 3 jours après, et on a pu faire le profilage de mon état de santé tout au long de l'évolution de la maladie, et puis ensuite avant et après mon voyage en Chine, etc., etc. Tout ceci peut être intéressant. Ensuite, on a fait des tests alimentaires également avec la prise de suppléments alimentaires pour voir si cela change quelque chose à mon état de santé. Ce qui permet également de vérifier l'évolution des métabolites dans mon organisme. J'ai commencé donc par mon propre génome et les prévisions que mon génome me permet de faire sur la base de mon histoire familiale et personnelle. Mon génome me dit que je cours un risque assez élevé de certains types de maladies. Voilà le genre d'analyse que l'on fait. On recherche des maladies complexes telles que le diabète, la schizophrénie, l'autisme, les attaques cardiaques, etc. Et je n'entrerai pas dans le détail ici, mais en fait, on peut regarder les informations génétiques, résumer toutes ces informations génétiques pour des centaines de maladies. Je ne vous montrerai que les 10 premières, mais pour des centaines de maladies, on peut prédire s'il y a une plus grande ou une plus faible probabilité de tomber malade sur la base de la génétique uniquement. Et là encore, ce que j'ai appris correspond à peu près à mon histoire personnelle et familiale. Par exemple, en tant que caucasien de sexe masculin, j'ai à peu près 100% de risque de subir ces maladies-là. Et ensuite, la ligne bleue, ça veut dire que j'ai moins de risques. La ligne orange, ça signifie que le risque est plus élevé. Alors, il y a un risque relativement faible pour moi pour l'obésité et il n'y a personne dans ma famille qui ait jamais eu un excès de poids. J'ai un risque relativement plus élevé pour les maladies artériennes coronaires. C'est assez logique parce que mon père et beaucoup de frères et sœurs ont également eu des problèmes d'hypertension. En fait, tous sauf un. Donc, c'est un risque accru pour moi également. J'ai également un cholestérol élevé qui apparaît ici. Mais certaines surprises ont été au rendez-vous quand même. Ici, un risque accru de carcinome de cellules basales. Je n'en savais rien. Il se trouve que mon frère et mes frères et ma sœur se sont rassemblés, mes sœurs se sont rassemblées pour une réunion de famille. On a pris des échantillons sanguins de tout le monde pour que je puisse faire des profilages. Et j'ai demandé à mes frères et à une sœur s'ils étaient au courant de l'existence d'une maladie, d'un carcinome de cellules basales. Et ils m'ont répondu qu'effectivement, eux, ils en avaient eu. Et pourquoi est-ce qu'ils m'en avaient pas parlé? Parce qu'on ne parle pas de ce genre de choses. En tout cas, pas dans ma famille. Dans ma famille, donc, on ne le savait pas, mais cela existait. Le génome est en fait un meilleur dossier de vos antécédents familiaux que la famille elle-même, puisque ça vous permet de suivre l'évolution de la situation de façon très précise. Une autre chose qui est apparue très clairement dans l'étude, c'est le risque élevé que j'avais de subir un diabète de type 2, ce qui était une grande surprise pour moi et pour tout le reste de ma famille. Vous vous souvenez que on mesure beaucoup de choses dans tous ces tests, et notamment le glucose. Et il s'est avéré que mon glucose était parfaitement normal, mais par une ironie du sort, en raison de mon génome, j'ai dû faire également des tests de métabolisme. Le jour où j'ai fait les tests, la dame qui m'a fait les tests a dit « Non, vous n'avez certainement pas l'air de quelqu'un qui pourrait subir un diabète de type 2. » On a regardé mon génome et elle a fini par me faire le test et elle a vu elle-même les résultats et elle a dit « Je suis surprise » et moi aussi j'étais surpris. Même mesure et même résultat. On a mesuré l'hémoglobine A1C qui est encore plus révélatrice du diabète. J'étais exactement à la valeur limite de 6,5. 5 semaines plus tard, je ne savais absolument rien sur le diabète de type 2 parce que ça n'était pas dans mes antécédents familiaux. Je suis allé voir mon médecin et on a fait une nouvelle mesure. Le résultat est encore plus élevé, 6,7, donc classé
officiellement comme diabète de type 2. Ça, c'était en 2011. Pourquoi est-ce que je me souviens de la date exacte? Parce que je me nourrissais très mal à l'époque parce que je ne savais pas du tout que je courais ce genre de risque. Donc j'ai changé mes habitudes alimentaires, j'ai doublé ma fréquence de pratique du vélo et j'ai vu les résultats diminuer semaine après semaine. Généralement, donc, on utilise le génome pour prédire un risque de maladie, ce qui a été mon cas, mais c'était un risque gérable que j'ai réussi à maîtriser en changeant mon style de vie et mon alimentation. C'est sur cette augmentation du taux de glucose chez moi est arrivée après un événement d'infection virale qui a probablement déclenché la maladie. On ne le sait pas de façon déterminée, mais ça semble assez probable. Il y a des critiques qui pourraient dire en fait qu'il fallait faire les bons contrôles, et c'est ce que nous avons fait par accident. Nous avons rassemblé des données que personne ne regardait jusque-là. Voilà l'évolution de mon glucose, ça c'est mon hémoglobine 1AC. Lorsque nous avons arrêté de regarder les résultats et puis on a de nouveau regardé les résultats quelque temps plus tard, on a dit « Ah ben ça y est, vous êtes diabétique ». On a refait les essais, j'ai commencé à faire du vélo et on a revu les résultats quelque temps plus tard avec une valeur entre 6,1 et 6,5. Résultat, de toute évidence, j'ai un trouble métabolique. C'est clair. Il est là, il existe. À cette période-là, j'ai arrêté de faire du vélo, peut-être à cause de l'arrêt du vélo, ou peut-être à cause de cette infection que j'ai subie. La maladie s'est déclarée, mais quoi qu'il en soit, maintenant, je suis à nouveau en forme parce que j'ai changé mes habitudes. La chose qui est sûre, c'est que j'ai un problème métabolique, pas seulement moi, mais tous mes frères et sœurs présentent également un taux élevé de cette HbA1c. Il y a donc un problème manifestement dans la famille et mon génome est ce qui l'a révélé. En réalisant ces milliards de mesures différentes, on peut examiner les voies moléculaires d'une manière qui n'a jamais été étudiée jusqu'ici. C'est un petit peu comme un film IMAX qui vous montre l'évolution chimique de votre organisme, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal et ce qui s'est mal passé lorsque j'ai été diagnostiqué comme porteur de diabète. Cela nous permet donc d'améliorer notre compréhension de l'évolution et de l'apparition des maladies. Je vous l'ai dit, la génétique est importante, mais il y a un autre élément qui est tout aussi important, c'est l'épigénétique. Vous le savez sans doute, la nourriture que vous prenez, l'exercice que vous faites a une incidence sur l'ADN. On ne sait pas très bien de quelle manière, on essaye de le comprendre, mais au fond, l'ADN peut subir une modification chimique. Ça dépend du style de vie, on ne sait pas exactement de quelle manière, on essaye précisément de le déterminer. Ce que l'on sait en revanche, je vais vous dire une chose que j'aime beaucoup raconter, qui me tient à corps, il y a des variations du style alimentaire qui peuvent avoir une incidence sur plusieurs générations. Et puis aussi des facteurs de style de vie. L'exercice, par exemple. Un groupe en Suède a étudié 23 personnes qui ont fait du vélo avec une jambe seulement pendant 3 mois. Ensuite, on a regardé l'ADN de la jambe qui avait fait du vélo par rapport à celle qui n'avait pas fait de vélo. Et on a constaté qu'il y avait 4000 changements de l'ADN entre les deux jambes. Il y a des mesures tout à fait précises qu'il est possible de réaliser à cet égard. Ça veut dire que lorsque vous faites de l'exercice, vous avez une incidence directe sur votre ADN, sur l'expression des gènes, parce que les modifications de l'ADN provoquées par ces modifications moléculaires modifient l'expression des gènes. Nous avons à peu près à 20 reprises cartographié les évolutions de mon ADN au fil du temps et ça a été assez révélateur.
En regardant mon ADN modifié, pas simplement mon ADN, mais la manière dont il a évolué dans le temps, j'ai pu constater de quelle manière les gènes avaient été déconnectés ou inhibés. Par exemple, ce gène-là, qui est responsable de la fabrication de certaines cellules immunitaires très importantes, les eosinophiles, a révélé que un de ces gènes était activé par certains mécanismes et l'autre était inactivé par la méthylation. Ce gène-là est inactivé de deux manières, une manière génétique et une autre épigénétique. Je n'ai pas beaucoup d'ARN de la bonne copie, l'autre, ça vient plutôt de la mauvaise copie. La bonne copie, c'est celle qui n'est pas bien exprimée. Et dès lors, on sait qu'on peut avoir un nombre élevé d'éosinophiles. Ça veut dire... Alors, descendez. Qui veut se faire séquencer le génome? Il y en a beaucoup plus à l'avant de la salle qu'au fond. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non seulement il faut faire séquencer le génome, mais il faut aussi faire séquencer l'épigénome. C'est ça qui va compter beaucoup, me semble-t-il. Alors, on a pris un peu de retard, je crois. Je vais passer ça en revue assez rapidement. Une autre chose qui est très... Ah non, on est bon pour le temps. Très bien. Alors, ce qui est très important, c'est le microbiome. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Ce sont les organismes et les bactéries qui vivent à l'intérieur de l'organisme humain. Et il y en a 10 000 fois plus que les cellules humaines. La plupart d'entre nous sommes faits de bactéries, en quelque sorte. Il y a plus de bactéries que de personnes, en tout cas 10 fois plus dans cette salle. Ces bactéries sont non seulement dans les intestins, mais aussi sur la peau et un peu partout. Elles vous aident à digérer votre alimentation, elles réalisent des vitamines essentielles telles que la B12, l'acide folique et autres. Tout ceci est produit par les bactéries de l'intestin. Les microbiomes signifient que toutes les maladies que l'on peut imaginer sont affectées par elles. Pour certaines de ces maladies qui sont mentionnées ici, les preuves s'accumulent. Ces maladies sont probablement dues au microbiome, le diabète, l'obésité. Il y a des expériences très très importantes qui ont été faites à cet égard. Et même les attaques cardiaques, les crises cardiaques sont dans une certaine mesure dues à ce microbiome. C'est aussi ce que nous étudions. Et pour le plaisir, nous allons revenir sur mon cas particulier. Ça, c'est une infection au rhinovirus qui a commencé, je ne l'ai pas montré ici, mais 9 jours plus tard, j'ai eu un deuxième accès de fièvre. On a commencé à examiner le microbiome et on s'est demandé s'il était possible d'en tirer des leçons. On a séquencé mon microbiome, mon nez, mes intestins, etc. On a dressé la liste de toutes les bactéries, d'ailleurs en recherchant les virus aussi, sans les trouver. Quand on séquence le nez et l'intestin, on trouve des centaines d'organismes différents. Et on étudie ceux qui sont là, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On a fait une étude extrêmement compliquée pour des centaines d'organismes. Ici, je peux vous montrer ce que ça donne en résumé. Ça, c'est la période où je suis en bonne santé. Ça, c'est la période où j'étais malade avec cette infection un peu bizarre. Ça, c'est 2 jours plus tard, 2 jours encore plus tard, et ensuite, je suis de nouveau en bonne santé. La bactérie principale qui se trouve ici est indiquée par la couleur. Le jaune, ça signifie qu'elle est présente en très grand nombre. Résultat, pour une bactérie, on trouve une corrélation parfaite avec cette infection mystérieuse et c'était un streptocoque. Manifestement, ça devait être cette fois-là une infection au streptocoque. C'est probablement la manière la plus onéreuse au monde de découvrir ce résultat. Mais c'est quand même intéressant parce que ça me permet de prouver que quand on tombe malade, personne ne sait jamais pourquoi. Ah ben vous êtes enrhumé, 2 jours plus tard ça va mieux. Et plus tard, ou une semaine plus tard, on découvre ce que c'était, mais entre-temps vous avez contaminé 50 personnes. Donc chaque fois que quelqu'un tombe malade, on devrait être en mesure de savoir de quoi. Et avant même que cette personne n'en contamine d'autres. Ça a coûté très cher ici, mais désormais, il y a des tests qui permettent de le faire pour $50. Et si on peut le faire, on va pouvoir éviter d'étendre la maladie ou d'attendre que la maladie ne se répande. Je ne sais pas si c'est une évolution qu'on connaît en Europe.
combien d'entre vous portez des dispositifs qui mesurent votre état de santé? Je ne sais pas. Là, cette fois-ci, c'est dans le fond de la salle qu'il y en a davantage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, moi, j'utilise 8 de ces appareils et il y a 2 que je porte au poignet en ce moment même. Je crois qu'à l'avenir, votre smartphone va vous donner beaucoup d'informations sur votre état de santé, parce que la plupart des dispositifs relaient ces informations directement à votre iPhone. Ça n'est pas directement fait pour l'instant, mais ça sera fait très prochainement. Et ça permet des mesures constantes. Et le médecin, quand vous allez le trouver, il mesure votre état de santé à un moment donné. Mais ces dispositifs-là, ils vous mesurent tout le temps, avec 2 millions de points de référence par jour. Et donc, ça fait beaucoup d'informations. Et comment est-ce que ça peut nous être utile? Eh bien, c'est très utile pour, lorsque j'ai été affecté par la maladie de Lyme en 2015, l'été dernier, j'étais dans le Massachusetts où il y a beaucoup de maladies de Lyme. Et 2 semaines plus tard, je me rendais en Norvège où il n'y en a pratiquement pas. Et il s'avère, vous ne le savez peut-être pas, que quand vous montez en avion, le niveau d'oxygène diminue. C'est très important pour la fondation Wright qui fabrique des capteurs d'oxygène. Donc, chaque fois que vous montez dans un avion, vous ne le savez peut-être pas, mais le niveau d'oxygène diminue parce qu'il y a une faible pression d'air dans la cabine lorsque vous montez très haut en altitude. 25 000 mètres. Donc, lorsque vous atterrissez, votre niveau d'oxygène remonte. En allant en Norvège, mon niveau d'oxygène a diminué très fortement et il ne s'est pas rétabli quand je suis arrivé. Mon rythme cardiaque, qui augmente en vol aussi, est resté très élevé lorsque j'ai atterri. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas très bien parce que je me mesure constamment. J'ai eu une crise de fièvre pendant 4 jours. Je suis allé chez le médecin en Norvège et j'ai dit que j'avais été exposé à la maladie de Lyme. Il a mesuré mon sang, il a constaté que mes cellules immunitaires avaient augmenté. Il a dit ça pourrait être bactérien, ça pourrait être la maladie de Lyme, vous devriez prendre de la pénicilline. J'ai dit moi je devrais prendre plutôt de l'oxytocine. Donc on n'était pas vraiment d'accord pendant quelques instants. En fin de compte, je suis rentré chez moi, j'ai été testé et il s'est avéré que j'avais un test positif pour la maladie de Lyme. J'étais négatif avant de partir, positif en rentrant, donc je savais très exactement que j'avais obtenu la maladie ou été atteint par la maladie de Lyme à tel ou tel moment. Nous avons une société qui s'appelle Change of Heart qui repose sur le rythme cardiaque et qui permet d'obtenir beaucoup d'informations de cette nature, y compris pour les affections virales, en combinant les informations du rythme cardiaque avec la température de la peau, etc. Il y a toute une série de mesures que l'on peut prendre sur la peau et qui sont très utiles. Nous avons décidé de lancer une étude de profilage longitudinal sur 100 personnes, tout comme pour moi. Dès qu'il y a une infection virale ou une réponse au stress, il y a 6 personnes dans le lot qui ont subi une coloscopie et donc on les a étudiées avant-après. Et on a également suivi l'évolution du régime alimentaire. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a une influence très directe de l'alimentation sur la biochimie. Et à chaque fois, pendant toute cette période, on fait des échantillons, des échantillonnages. Les données sont mises à disposition de tous les scientifiques, ce qui nous semble extrêmement important pour les raisons que j'ai déjà indiquées, et ça permet à la communauté scientifique de disposer de données très très importantes. Jusqu'ici, nous avons rassemblé 1300 collections de données. Vous voyez que le premier, en haut, c'est moi, de toute évidence. Mais il y a beaucoup d'échantillons qui viennent d'autres personnes et d'autres équipes de chercheurs. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement de tout cela? Je ne peux pas tout vous raconter, mais commençons par le séquençage du génome. Il se trouve que si l'on examine le génome des individus, nous avons analysé 48 personnes de manière aussi détaillée que pour moi. Ça fait 3 ans que ça dure en ce qui les concerne. Pour 8 de ces personnes, nous avons découvert des mutations importantes que ces personnes devraient regarder ou suivre de près. Parfois, c'est un peu dangereux. Un exemple, 2 personnes ont une mutation de ce gène-là qui entraîne un risque élevé de ce type de cancer particulier. Une de ces personnes n'a pas d'antécédents familiaux de ce type de cancer. Donc, de toute évidence, maintenant, c'est important pour cette personne de faire un test très régulièrement pour examiner ce risque de cancer particulier. Une autre personne a ce gène-là. Je dois dire que 65 de ces personnes sont prédiabétiques ou ont un risque élevé de diabète de type 2.
un individu était censé avoir un risque élevé de diabète 2, mais en fait, il présentait une mutation d'un autre type de diabète qui requiert un traitement totalement différent de celui que l'on administre pour le type 2. Pour la mutation MUDI, c'est un traitement tout à fait différent que l'on doit administrer. Autre cas très intéressant, un individu que nous avons séquencé, ou juste fini de séquencer, ça c'est une leçon pour l'avenir, et qui juste après le séquençage a dit « Mike, mon père a eu une crise cardiaque » et il a découvert que son oncle était mort d'une crise cardiaque vers 50 ans et qu'un autre membre de la famille était mort également d'une crise cardiaque assez jeune. Donc, il m'a demandé s'il était possible de regarder son génome et nous avons découvert effectivement cette mutation. D'abord, nous avons découvert ou cru découvrir la cause de la mutation. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y avait effectivement un risque de cardiomyopathie. On a fait des essais à l'effort et effectivement, on a constaté que cette personne devait prendre des médicaments. Et là encore, nous avions trouvé tout cela par le séquençage du génome. Ce qui est important, ce n'est pas simplement le séquençage, mais ce que l'on fait de ce séquençage par la suite, parce qu'on peut se référer à ce séquençage initial à titre de comparaison pour voir l'évolution des choses. Et ça, c'est vrai dans le cas que je viens de vous indiquer. C'est une information et une leçon très importante à retirer. Je vais conclure dans quelques minutes, mais en fait, nous avons aussi fait des études sur un certain nombre de sous-ensembles d'individus, notamment sur le plan de l'exercice. Il y a un certain nombre de personnes qui font des études ou qui subissent des études en cas de gain ou de perte de poids. Je vous ai parlé de notre groupe de patients prédiabétiques. Il y en a 13 d'entre eux qui sont résistants à l'insuline. Ça semble être un précurseur du diabète de type 2. La plupart de ces personnes vont devenir diabétiques tôt ou tard dans leur vie. 13 de ces individus subissent des gains et des pertes de poids. Et on a également fait des comparaisons avec 11 personnes en bonne santé. Il s'avère que même avant la perte ou le gain de poids, on peut dire que les personnes sensibles à l'insuline ou résistantes à l'insuline réagissent de manière différente. On peut distinguer ces deux groupes. Essayer ainsi de comprendre ce qui distingue les individus qui sont résistants au diabète et ceux qui ne le sont pas. Il s'avère que parmi les personnes résistantes à l'insuline, les gènes en question que vous voyez présentés à l'écran sont plus présents, alors que les personnes en bonne santé présentent un taux plus élevé de ces gènes-là. Il y a donc des biomarqueurs qui permettent de faire la différence entre les personnes qui sont prédiabétiques et celles qui ne le sont pas. Il faut encore valider ces résultats, mais ça semble révélateur. Nous avons examiné aussi les personnes en bonne santé pour savoir s'il y a des similitudes ou des différences. Et il se trouve que tout le monde est différent de son voisin. Chacun est particulier, pas simplement pour sa propre mère. Nous avons étudié la cytokine, une molécule extrêmement importante, et déterminé son niveau de base, qui est d'ailleurs différent d'un individu à l'autre, en bonne santé. Chaque couleur représente une personne différente. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cytokines ici et peu ici. Cette personne-là a beaucoup de IO7, celle-ci qui est jaune ou qui est orange a beaucoup de IL4 et ainsi de suite. Chacun a un niveau différent de ces molécules, ce qui prédispose les gens de manière différente à certaines maladies. C'est la prochaine chose qu'il faudra tester. Le constat à en tirer, c'est que nous sommes tous différents, même en bonne santé, et ce genre de mesure va être extrêmement utile pour nous faire comprendre la réalité des choses. Je vous souvenez que je vous ai dit qu'on étudiait le microbiome. Si vous gagnez puis ensuite perdez du poids et ainsi de suite, le microbiome va changer. Mais vous êtes quand même vous ressemblez plus à vous-même que n'importe qui d'autre. Malgré tous ces changements, il y aura des changements dans votre microbiome, mais vous serez toujours vous-même, sauf s'il y a des modifications, par exemple, du régime alimentaire très importantes à très long terme. Le constat, c'est que le microbiome est très important pour la digestion alimentaire. Et Quo Vadis, alors quand les gens mangent des choses qui ne sont pas très saines, ils prennent du poids, mais d'autres restent en bonne santé en mangeant exactement la même chose.
Alors, il y a des gens qui sont très 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 gros, mais en même temps, ils ne souffrent pas de diabète. Ils arrivent à bien contrôler leur métabolisme. Ils ont d'autres problèmes, mais du point de vue contrôle métabolique, c'est pas le problème. On essaye de comprendre la différence. D'autres, quand il y a une infection virale, certains se remettent très rapidement. D'autres, comme moi, ont ensuite présenté d'autres pathologies, telles que moi, le diabète 2. Voici le monde Mike Snyder, c'est le monde un peu de tout le monde. Moi, je pense qu'on va faire du séquençage génomique avant la naissance. On aura d'autres informations biochimiques, peut-être pas aussi poussées que dans le cadre de notre dans notre étude. On va pas tout mesurer au cabinet grâce à ces dispositifs portables et on va pouvoir donc prédire le risque de tomber malade, etc. Donc, en conclusion, le séquençage personnalisé existe. Vous aurez la possibilité de faire un séquençage vous-même, que vous le fassiez ou pas. C'est pas la question de savoir si vous pouvez le faire ou si vous voulez le faire. Qui veut le faire maintenant? Allez, formidable. J'ai eu un effet positif sur vous tous. Moi, je pense que c'est le début d'une autre histoire. On a besoin de ces autres analyses. Il faut le faire de façon longitudinale, c'est-à-dire que vous devez faire l'objet d'une analyse pendant que vous êtes en bonne santé, parce que vous voulez voir les déviations à partir du moment T, quand vous étiez en bonne santé. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important. Vous voulez pas vous comparer si vous êtes plus malade ou moins malade que d'autres personnes malades. Donc, j'ai dit que chaque profil est différent, mais je crois aussi l'avenir, c'est vaut également pour l'avenir. Personne ne comprendra mieux votre état de santé que vous-même. Donc, je crois que les médecins à l'avenir vont coordonner les soins de santé et vous aurez un effet non négligeable dans la décision du traitement thérapeutique. Je remercie tous mes collaborateurs que vous voyez apparaître à l'écran. Ce sont des gens formidables. Voici un peu de pub. Si vous aimez ce genre de domaine, voici ce qui a été rédigé pour les personnes à l'aise dans ce domaine. Alors voilà, ça ne coûte pas très cher, c'est pas des fins commerciales. Et maintenant, peut-être on va pouvoir répondre à vos questions. Merci de votre attention. Thank you. Yeah, thank you, Michael, for this fascinating talk. Take a seat. Merci, Michael, de cette présentation très intéressante. Alors, nous avons maintenant 45 minutes à disposition pour parler avec Michael. Alors, prenez un peu d'eau, parce que vous avez beaucoup parlé, donc vous faites toutes ces mesures sur vous-même. Oui, à intervalles réguliers, oui. Ça prend beaucoup d'énergie, de temps, beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données? Écoutez, ça prend du temps, c'est vrai. Il faut charger les dispositifs tous les matins. Il faut que je me lève ou tous les soirs, je dois charger ces dispositifs. Donc, ça prend beaucoup de temps. La plupart des données sont recueillies automatiquement et elles sont entrées dans une base de données dont nous disposons. Et il faut un certain temps pour interpréter toutes ces données. C'est assez nouveau, donc ça ne marche pas de façon automatique. Il nous faut recueillir les données, les télécharger et ensuite les donner à des équipes de spécialistes pour qu'ils l'analysent. Je pense qu'à l'avenir, ça va se faire de façon automatisée. Donc, on a découvert que j'avais cette borréliose parce que je suivais ces paramètres de façon très attentive. Mais en principe, ça prend quelques semaines. Mais hier soir, pendant le dîner, j'ai vu que vous regardiez votre iPhone toutes les 5 minutes. Non, pas vraiment. En fait, j'étais en train de rester en contact avec mon épouse. Je fais cela quand je voyage en avion. C'est toujours fascinant. Alors, cette idée de diagnostic, vous avez dit que vous ne voulez pas que nous devions tous hypocondriaques. Cela étant, jusqu'à maintenant, le diagnostic, ça se passe chez le médecin, on va chez le médecin et voilà, il établit le diagnostic, il pose le diagnostic et ensuite on repart. Maintenant, avec ces nouvelles technologies, ça ne se fait pas uniquement chez le médecin, ça se fait en continu. Alors, ça change quand même notre vie, notre façon d'être en bonne santé, être malade, ce n'est plus du tout la même chose.
Écoutez, ça va changer les choses du tout au tout. Je pense qu'à l'avenir, la médecine sera autre. Il faut que ce soit autre. À l'heure actuelle, maintenant, les gens vont chez le médecin. Une fois qu'ils sont tombés malades, dès qu'il y a un problème, vous y allez de temps en temps. En tant que personne en bonne santé aux États-Unis d'Amérique, vous allez voir un médecin tous les 2 ans si vous êtes en bonne santé, en principe. Donc, vous ne découvrez les choses que quand il y a des symptômes qui se sont présentés. Alors, on essaye de prédire les risques pour pouvoir dépister les choses très rapidement, surtout pour le cancer. Si vous dépistez le cancer avant qu'il ne soit métastasé, vous allez pouvoir le traiter. S'il est déjà métastasé, ce sera beaucoup plus difficile à traiter. Si vous arrivez à dépister le cancer avant, il y aura une intervention chirurgicale où, vous savez, on fait également de la prophylaxie pour les cancers du sein, le cancer des ovaires. On fait des mammectomies ou des ovariectomies justement pour éviter que le cancer ne se développe. Alors, pour d'autres domaines, c'est vrai que si vous commencez à faire du séquençage du génome, il faut bien l'expliquer aux patients. Nous avons des conseillers génétiques qui font partie de notre équipe. Moi, je pense que tout le monde devrait le faire. Mais vous n'avez pas forcément de connaître toutes ces informations si vous êtes du genre anxieux. Si vous êtes du genre anxieux, vous n'avez pas forcément envie de savoir toutes ces choses. Vous n'avez pas envie de vous réveiller tous les matins en me disant « ça y est, je vais souffrir d'autisme ou de cancer du sein ». Non, ce que vous voulez, c'est que les médecins soient au courant. Et il y en a certains qui veulent quelques informations peut-être finalement c'est une question de choix, de consentement éclairé. Peut-être vous avez envie de savoir selon les maladies en question où il faudrait peut-être obtenir ces informations dès le départ. Mais enfin, dernière chose, les gens aiment bien utiliser l'anamnèse. Vous allez chez le médecin, alors qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Est-ce que vous avez du diabète en famille, un cancer en famille, etc. Pas de problème, les gens répondent facilement et en même temps ils ont peur de la génétique. Je comprends pas parce que la génétique c'est encore mieux que l'anamnèse familiale pour essayer d'utiliser des informations pour prédire les risques. Alors je crois que simplement il faudrait adopter la génétique et l'utiliser. Mais finalement c'est une question personnelle, chacun doit décider pour soi. On a cet outil très puissant, cet outil génétique pour obtenir des dépistages. Vous avez parlé de biopsie liquide, vous trouvez des marqueurs dans le sang de la maman enceinte et dans le fœtus pour justement éviter les problèmes de retard mental pour l'enfant. Et bon, est-ce qu'on aura peut-être le droit encore de tomber malade? Est-ce qu'on va se sentir coupable parce qu'on est tombé malade, parce qu'on a tous les outils de diagnostic, on aura toutes les pistes thérapeutiques grâce au génome pour se guérir? Alors est-ce qu'il faut se sentir coupable parce qu'on tombe malade? Écoutez, c'est pas demain la veille que ça va se passer comme cela. On tombe malade parce qu'on succombe à un virus, des trucs que nous ne pouvons pas contrôler. Mais j'imagine qu'à l'avenir, on aura des capteurs pour pouvoir détecter l'attaque virale et pour éviter justement les contagions et les contaminations généralisées. Alors, on n'est pas en train de faire de la modification génétique ou de génie génétique, sauf si on est déjà malade. Par exemple, si vous avez déjà du VIH, on essaye d'affecter l'ADN du sang pour éviter justement que le sida se déclare, mais on ne trafique pas encore les gènes, c'est encore trop tôt, on ne sait pas si c'est entièrement sûr, et puis il y a toutes ces questions éthiques qui doivent être discutées, mais je pense qu'à long terme, il n'y aura pas le moindre problème pour essayer de régler le problème en faisant de la modification génétique. Il n'y aura pas de problème déontologique. Ça devient un peu plus compliqué lorsqu'on essaye d'améliorer des caractéristiques pour que les gens soient plus intelligents, plus athlétiques, en changeant l'ADN des embryons, ça c'est évidemment très controversé et on ne peut pas envisager ce genre de choses maintenant, ni plus tard. Mais pour éliminer des maladies pénibles, franchement, moi, ça me pose pas de problème en tout cas. Si vous avez envie de poser une question, n'oubliez pas, il faut la poser dans un microphone branché. N'oubliez pas également, vous pouvez poser des questions par Twitter avec le hashtag ColloqueRight. Alors, qui souhaite poser une question en premier? Allez-y, en français et en anglais, pour autant que ce soit dans un micro branché.
en contrôlant si bien la génétique, on doit pouvoir maîtriser la maladie morale qui fait tant de ravages sur Terre, y compris provoquer des cancers. I heard the first person. I can control genetics, but I should also control... By controlling genetics, one should also be able to control moral illnesses. Or Control illnesses. Sorry, mine's actually a little... I can help you with translation. If you want. Oh, I should control morals? Well, moral illnesses. Oh, boy. D'accord. Je crois qu'on me paye pas assez pour que je fasse ce genre de choses. Je ne sais pas comment répondre à vos questions. Les questions éthiques et déontologiques sont posées. Elles doivent faire l'objet de vraies discussions approfondies. Encore une fois, guérir la maladie, c'est ce que je veux faire. C'est mon objectif premier. Ça me pose pas de problème. Alors, les gens qui se comportent mal ou bizarrement, alors on ne veut pas éliminer complètement ce genre de choses, c'est quand même une distinction très ténue. Les enfants qui souffrent d'Asperger, par exemple, et qui ensuite font des choses extraordinaires en sciences, et puis il y en a d'autres qui sont davantage borderline et qui n'arrivent pas à vivre une vie épanouie. Donc moi, je crois que je n'ai pas vraiment envie de trafiquer ces maladies morales. Ce sont vraiment des problèmes qui relèvent de la déontologie. Une autre question, allez-y. Can you give the mic to speak I think we have... behind you? Thank you. Merci. Un commentaire général. D'abord, je souhaiterais vous remercier de cette présentation très intéressante qui va nous inspirer en règle générale et nous faire penser à toutes sortes de possibilités que nous avons de réduire la douleur ressentie par les uns et les autres et d'améliorer les soins de santé, réduire les budgets de santé et justement faire de la prophylaxie, éviter les contaminations et les contagion. Deuxième chose, vous avez parlé d'autisme et vous avez dit qu'il fallait répéter ces séquençages. Si à chaque fois qu'il y a un problème de santé, ou je souhaiterais savoir à quel rythme. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a déjà des possibilités d'utiliser ce séquençage non seulement pour pouvoir évaluer les risques, mais également pour venir en aide aux médecins pour réduire les psychotropes et les autres tranquillisants qui ont des effets assez dévastateurs et ça ne donne pas grand-chose. Et il me semble, après une crise, très souvent on fait un prélèvement sanguin pour vérifier l'anémie, ou je pense que à ce moment-là on pourrait faire des prises de sang qui nous permettraient de vérifier l'utilité du médicament et ensuite passer à autre chose pour régler un problème très grave. Alors, pour votre première question, je crois en général les gens font faire un séquençage une fois. Il y a effectivement des mutations de cellules, mais ça ne se fait pas très souvent. On ne va pas faire beaucoup de séquençage génomique, mais on peut faire un séquençage épigénétique. On peut calculer l'âge de quelqu'un grâce à ce séquençage épigénétique. Ça s'est fait et ça a été avéré. Alors, pour ce qui est des réactions médicamenteuses, je suis pas expert en psychotropes et en neuropsychiatrie, mais je m'intéresse à ce domaine et il y a effectivement beaucoup de groupes qui échangent des informations sur ces questions. Aux États-Unis d'Amérique, le problème, c'est que l'information médicale est très souvent fragmentée. Donc, les États-Unis d'Amérique ont pris beaucoup de retard par rapport aux autres systèmes de santé dans le reste du monde où on peut partager ces informations. Au Canada, on partage les dossiers médicaux et on fait de la cartographie de l'ADN, pas encore de séquençage, mais ils vont pouvoir vérifier la réaction médicamenteuse
selon l'ADN, il y a 200 gènes qui participent à la réaction médicamenteuse. Et si vous apprenez quelque chose de votre génome, vous obtiendrez des informations sur votre réaction médicamenteuse. Donc, mon génome me dit quelles sont les statines que je dois éviter. Et cela m'explique aussi si jamais j'ai une crise cardiaque, quelle est la dose de warfarine dont j'ai besoin pour pouvoir régler le problème. Donc, le génome vous donne beaucoup d'informations et c'est effectivement la réaction médicamenteuse qui est très importante, mais je ne sais pas si cela est très utile dans le domaine neuropsychiatrique, comme vous l'avez évoqué. Alors, il y aura un monde où avec des millions d'enfants qui auront leur génome séquencé, qui prennent des médicaments et on devra recueillir leur réaction à ces médicaments. Enfin, dernière chose, suite à toutes ces études sur ces maladies compliquées, vous savez que le diabète, en fait, c'est pas toujours la même maladie. Il y a 36 000 variantes. Donc, nous traitons les diabètes de la même façon et pourtant, nous savons que ça ne donne pas grand-chose. Le diabète sucré, vous leur donnez un médicament et ils vont réagir 40%, 60% vont réagir à d'autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être amélioré simplement parce que toutes n'ont pas les mêmes réactions. Et ça vaut également pour la maladie d'Alzheimer. Ça marche chez certains, ça marche pas sur d'autres patients. Question Twitter. Il y a pas mal de questions Twitter. Il y en a une qui est répétée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez que l'analyse d'omics que vous nous avez présentée sera mise à disposition au grand public et pas simplement se faire en laboratoire? Alors écoutez, c'est un projet de recherche, ça nous coûte $170 000 par personne par an. Donc on n'est pas encore prêt à le généraliser parce que nous faisons un profilage extrêmement approfondi. On peut faire une version light pour quelques centaines de dollars. Et d'après ce que je pense, il y a des formes light qui sont en train d'être commercialisées. Il y a deux entreprises américaines qui veulent faire ce genre de choses. Donc, ça pourrait coûter quelques centaines de dollars avec quelques milliers de données qui seraient échantillonnées à un rythme plus soutenu. Donc, ça commence à se faire. Pour ce qui est des dispositifs portables, ça va prendre très vite parce que dès qu'on voit l'utilité de la chose, les gens voudront les porter, ces dispositifs, et avoir tous ces algorithmes intégrés dans un système qui vous permettent de tirer des conclusions. Vous n'avez pas besoin de de porter 8 dispositifs pour pouvoir savoir ce qui se passe, avoir un seul dispositif qui s'allume si vous avez affaire à un virus très grave comme celui de la maladie de Lyme ou quelque chose de beaucoup plus bénin comme un rhinovirus. Donc, il faut naturellement qu'il y ait une validation, un agrément mis sur marché par la FDA. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire et vous allez voir, beaucoup de gens vont porter ces dispositifs. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence. J'ai une question toute simple. Les assurances médicales, qu'est-ce qu'elles vont faire avec toutes ces datas qu'on leur fournira dès notre naissance, voire même avant notre naissance, et ensuite en permanence par le réseau Wi-Fi ou des choses comme ça? Est-ce qu'on risque pas de voir ce progrès nous revenir dans la figure? Parce qu'elles mettront des limitations, parce que vous n'avez pas le bon gène, donc dommage, on ne prend pas en charge cette maladie-là. C'est de votre faute. Ou alors il faut que vous fassiez que vous mangiez que ça et on va surveiller ce que vous mangez, sinon on vous sort du système. Voilà. C'est une excellente question. Je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas faire de discrimination à l'égard de qui que ce soit du point de vue assurance ou du point de vue emploi en se fondant sur ces informations génétiques. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais voilà comment ça se passe aux États-Unis d'Amérique. On peut faire effectivement des restrictions pour l'assurance vie et l'assurance invalidité.
Moi, je préfère savoir quels sont les risques que je cours et essayer de faire quelque chose et anticiper plutôt que de souffrir et de payer des contrats d'assurance ou des polices d'assurance. Mais on peut voir les choses par l'autre bout de la lorgnette. Je pense que les compagnies d'assurance devraient vous payer, vous, pour faire séquencer votre génome, parce que vous allez utiliser cette information pour mieux gérer votre santé. Et cela vaut pour moi, parce que moi, j'arrive à attraper la maladie de façon prématurée parce que je sais quels sont les risques que je cours. Et ça devrait être vrai pour tout le monde, pour tout être humain. Les compagnies d'assurance devraient nous payer pour faire un séquençage de génome. Et puis, vous savez, finalement, tout pays civilisé doit s'occuper de ses citoyens. Et vous êtes encore plus civilisés que nous. Vous vous occupez de tous vos gens, alors qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis d'Amérique qui n'ont pas d'assurance du tout. On essaye de régler le problème. On va voir demain si ça tient encore la route. Enfin, on devrait avoir un minimum de soins de santé publique quand on vit dans un pays civilisé. Enfin, moi, je pars du principe que c'est normal, mais ça n'a rien à voir avec le séquençage de génome. Encore une question, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et vous savez, vous avez les géants comme Google qui sont très actifs dans ce domaine des big data. Comment ça va se passer avec tout ce qui a trait à la confidentialité, la sphère privée? Vous savez que Google est très intéressé par tout ce qui touche à la santé, comme les autres entreprises, Microsoft, Amazon, parce que finalement, la santé, c'est une science de l'information. Donc, il s'agit de savoir ce que vous avez dans l'ADN, quelles sont les mesures, quels sont les résultats, pour essayer de comprendre comment mieux gérer sa santé et également réduire les prix. Donc, on pourrait créer des modèles financiers, des business models pour savoir combien vaut votre vie, par exemple. Bon, ça, c'est compliqué du point de vue financier, mais il y en a qui s'y sont mis. Bon, je sais pas si c'est très éthique ou pas. Mais enfin, on peut faire de la modélisation et voir combien ça coûte et voilà ce que cela représente comme avantage pour la santé. Et vous pouvez avoir des modèles qui vous permettra de faire en sorte que tout le monde gagne, que les compagnies d'assurance savent ce que vous allez coûter parce qu'ils ont besoin d'une marge bénéficiaire. D'accord, mais vous allez pouvoir décider ce que vous allez pouvoir payer, ce que vous n'allez pas pouvoir payer. Et pour des produits qui coûtent très cher, vous pouvez être remboursé par des compagnies d'assurance pour des produits contre le cancer, parce que si ça coûte très cher, ils vont faire le séquençage de votre génome pour être sûr que vous allez bien réagir aux médicaments et que ce médicament qu'on va vous prescrire va être utile pour votre cancer à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond de la salle, madame. L'épigénétisme, de un, s'il était réversible, et s'il ne l'est pas, s'il est transmissible à une génération suivante. So the answer is, La réponse, je ne sais pas si on peut changer les choses. J'aimerais bien savoir si ça me concerne, est-ce que ça peut être transmis à la génération suivante? Tout à fait. Il y a des études fascinantes à ce sujet. Il s'avère qu'en Gambie, il y a des enfants qui sont conçus pendant la saison des pluies ou la saison sèche. Et c'est au moment de la conception que ça compte. Et si ça se passe pendant la saison les pluies, il y a moins à manger et ces enfants sont plus petits. Et c'est transmis. Donc, c'est la maman, quand elle est enceinte, le fait qu'elle mange moins, ça va avoir un effet sur le bébé. Et il y a d'autres, des histoires du siège de Saint-Pétersbourg. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un siège à Saint-Pétersbourg. Il y a eu la famine et beaucoup de gens sont décédés. Et on retrouve ça dans les générations suivantes. Donc, ces effets se transmettent d'une génération à l'autre. Alors, on ne connaît pas tous les détails de la façon dont ça se fait, mais ce serait absolument fascinant de le savoir, effectivement. J'ai une question sur le vieillissement et le mouvement anti-vieillissement. Vous avez parlé des compléments alimentaires, que vous aviez fait des tests sur ces compléments alimentaires. Et si on mesure les déficits et en améliorant votre santé avec les
traitements hormonaux de substitution, vos compléments, et cela tout au long de votre vie, de façon à ce que vous puissiez améliorer l'épigénétique. Je connais pas bien les systèmes de traitements hormonaux de substitution. Il faut faire attention parce qu'il faut que ce soit absolument ciblé, et ça dépend de l'âge au moment où vous les prenez. Donc, je connais un petit peu mieux ce qui se passe après la ménopause. Mais pour ce qui est des compléments, effectivement, c'est un domaine qui nous intéresse. C'est la raison pour laquelle on fait cela, parce que c'est très difficile de modifier le régime alimentaire des uns et des autres. Les gens prennent du poids, alors on leur dit vous devez perdre du poids parce que sinon vous allez souffrir de diabète et ensuite de maladies cardiaques, et ils ne prennent pas votre conseil au sérieux. Mais beaucoup de gens prennent des compléments, donc on est en train de tester des compléments pour voir quels effets ils auront sur ces patients, et il y a des résultats fort intéressants, mais c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Mais je pense que c'est un domaine très prometteur parce que je crois que c'est quelque chose que les gens aiment bien, ça leur plaît. On repart chez Twitter. Question intéressante sur Twitter. Quelles sont les pathologies qui sont les moins affectées par les connaissances que nous allons retirer de notre séquençage de génome? Quelles sont les pathologies les moins affectées? Écoute, il y a beaucoup de domaines compliqués à l'heure actuelle. Plus les maladies neurologiques sont complexes, c'est toujours compliqué, hein? C'est difficile à traiter. Alors, des choses que l'on attrape tôt dans la vie sont probablement d'origine génétique. Ces maladies qui se présentent plus tard dans la vie posent davantage de problèmes. Le vieillissement, on sait que c'est un problème génétique, c'est assez complexe comme situation, c'est pas simple, mais on ne sait pas quels sont tous les gènes responsables du vieillissement, donc c'est assez compliqué. Donc les maladies qui surviennent tardivement sont très compliquées, elles sont plus compliquées, donc il y a des formes de diabète qui vont être compliquées à traiter. Voilà ce qui me vient à l'esprit pour l'heure. Voilà, encore une question. Oui, au fond de la salle, allez-y monsieur. Je m'appelle Nigin Desani, je ne suis pas scientifique et encore moins un généticien. Mais après avoir écouté votre magnifique présentation, j'ai l'impression que je suis un régénéticien. Je m'inquiète un peu de ma santé, bon, mais je me sens en bonne santé et je crois que je suis en meilleure santé que je ne l'ai jamais été. Je vais bientôt avoir 80 ans. J'ai jamais couru plus d'1 kilomètre avant de prendre ma retraite, à l'âge de 60 ans. Et j'ai commencé à courir à l'âge de 60 ans, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je peux faire un demi-marathon. Et souvent, je me demande si vous savez que les coureurs marathoniens viennent souvent du Kenya, qui viennent très souvent d'une localité qui s'appelle Eldoret, et je suis née là-bas. Est-ce que vous pensez que j'ai hérité d'un gène parce que je suis née dans la même région d'où viennent ces marathoniens kenyans et que ce gène s'est réveillé quand j'ai eu 60 ans? Et donc, vous pensez que faire un séquençage du génome chez moi, ça me permettrait de comprendre mon histoire et vous serait utile dans votre étude? Oui, vous avez couvert pas mal de domaines. Tout d'abord, il y a la question des gènes qui affectent la masse musculaire. Je ne sais absolument rien. Non, ça n'est pas vrai. Il y a des études génétiques relatives à l'accroissement de la capacité respiratoire. Je ne sais pas assez de choses sur les marathoniens kenyans et la génétique, mais je suis sûr que ce serait fascinant de l'étudier pour savoir s'il y a effectivement des gènes particuliers dans ce groupe de personnes. Le fait que vos gènes se sont réveillés à 60 ans, ça veut dire sans doute qu'ils étaient présents tout au long de votre vie, mais vous avez sans doute choisi de vous concentrer sur la course au moment où vous en avez eu la possibilité. Je crois que ce serait certainement fascinant de séquencer votre génome. Toute personne qui vit assez longtemps d'ailleurs est très intéressante à séquencer parce que il était intéressant de savoir pourquoi cette personne n'est pas déjà morte.
Si vous atteignez 100 ans et qu'on vous séquence, ça nous permettrait peut-être de savoir pourquoi vous êtes arrivé à cet âge-là. Et il y a ce que l'on appelle les personnes résilientes qui ont des changements génétiques qui montrent qu'elles devraient normalement subir une certaine maladie, mais qu'elles ne l'ont pas attrapée pour telle ou telle raison. Et nous aimerions bien savoir pourquoi. Continuez donc, et vous semblez être en parfaite santé, eh bien, j'espère que vous viendrez nous voir pour le séquençage. Il y a le projet Wellness qui fait le séquençage de personnes de plus de 80 ans et qui se concentre précisément sur ce genre de questions. Pourquoi ces gens-là sont-ils en bonne santé et n'ont jamais eu de maladie? J'ai une question à vous poser à propos de la santé. Lorsque l'on parle de santé et de maladie, une personne importante, c'est notre médecin. À l'heure actuelle, les médecins ne sont pas formés pour répondre à cette évolution. Est-ce qu'il est réaliste de leur demander de se former, parce que nous savons à quel point c'est difficile de devenir médecin à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il y aura de nouveaux métiers à l'avenir, par exemple les conseillers génétiques, c'est-à-dire des médecins spécialisés auxquels on s'adressera pour le séquençage du génome? Ou alors est-ce que les généralistes vont pouvoir faire le séquençage du génome? Je crois que vous faites une remarque très pertinente. Les médecins ne sont absolument pas préparés à ces évolutions-là. Aux États-Unis, les gens viennent voir leur médecin avec un test génétique qui s'appelle 23MA et les médecins ne savent pas quoi en faire. Il sera donc très important pour les médecins à l'avenir de comprendre ce qui se passe. C'est d'ailleurs une des motivations du livre que j'ai écrit. Il faut que les médecins soient sensibilisés à cette évolution. Je ne sais pas la situation en Suisse, mais aux États-Unis, en général, on passe 15 minutes pendant une consultation avec son médecin. Et il n'y a aucun moyen pour le médecin de comprendre la situation génétique du patient. À l'avenir, vous rassemblerez beaucoup d'informations sur votre santé par votre smartphone. Le médecin va regarder un certain nombre de ces informations et sera sans doute plus le coordonnateur de vos soins de santé que celui qui dicte vos soins de santé. Les médecins donnent l'impression de tout savoir aujourd'hui, mais en 15 minutes, comment voulez-vous qu'ils sachent exactement quelles sont les informations pertinentes? Généralement, les médecins, au bout de ces 15 minutes, vous disent ce que vous savez déjà, mais couchés dans des termes un peu incompréhensibles. Évidemment, vous vous plaignez parce que vous vous grattez, ils vous disent c'est de la dermatite de contact, mais en fait, c'est parce que vous avez envie de vous gratter. Je suis sûr qu'à l'avenir, le génome servira à rassembler des informations qui permettra de vous orienter vers quelqu'un qui effectivement fait du conseil génétique. Il y a beaucoup d'informations qui vont devoir être collectées et ce sera utile pour les médecins aussi parce que les médecins pourront bénéficier de beaucoup plus d'informations sur leurs patients et ça leur donnera la possibilité de passer des diagnostics beaucoup plus précis. Le temps s'écoule, mais il y a encore la possibilité de répondre à une ou deux questions. Il y en avait une ici. Oui, vous avez le micro. Je ne sais pas parler anglais. Merci beaucoup pour votre conférence. À un moment, vous avez parlé des prédispositions qu'on pouvait voir dans le génome et vous avez parlé de schizophrénie. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut voir une maladie mentale dans le génome. Eh bien, il y a certaines modifications génétiques qui sont associées à ces maladies. Pour des maladies complexes telles que la schizophrénie, généralement, il faut plusieurs changements différents. On voit donc apparaître un risque accru. Et ça n'est pas une situation claire et nette, évidemment. On observe des changements et on dit, vous avez un risque accru. Un petit peu comme mon diabète de type 2. Je suis passé d'un risque 26% à 60% de risque d'avoir un diabète de type 2. Donc ça n'est pas déterministe à 100%, mais on voit une augmentation du risque et c'est ça ce qui m'avait alerté personnellement. Pour la schizophrénie, ce sera pareil. La schizophrénie est beaucoup plus complexe. Je crois que on va pouvoir faire des prévisions génétiques assez précises néanmoins dans un avenir pas trop lointain parce qu'il y a un certain nombre de gènes impliqués qui rendent la prédiction un petit peu plus facile. En tout cas, c'est en regardant l'ADN et l'évolution de cet ADN, les mutations, que l'on va pouvoir prédire un risque ou une prédisposition à la schizophrénie. Une autre question.
Est-ce qu'il serait possible ou qu'on court le risque d'avoir trop d'informations? Dans mon domaine, non. Peut-être dans d'autres. Il est vrai que nous avons près d'un pétabyte de données sur moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'un gigaoctet. Il y a le gigaoctet, le téraoctet, et etc., le pétaoctet. D'abord le métaoctet, puis ensuite, je crois qu'il y a le pétaoctet après. Mon groupe de personnes avons plusieurs pétaoctets de données. Ça fait beaucoup. Mais en fin de compte, on traite ces informations et on les ramène à un nombre beaucoup plus gérable. Nous savons comment retirer les informations pertinentes. Et ces informations sont ensuite traitées pour déterminer que telle voie biochimique est activée ou ne l'est pas. Je vous ai mentionné l'exemple de la maladie de Lyme, mais il y a un individu dans notre étude qui a découvert qu'il présentait un lymphome en stade précoce grâce à toutes ces mesures précoces. C'est très utile, c'est une forme de cancer très grave, et ça a été très utile pour lui de le savoir. Donc on va avoir des signes précoces ou des signes anticipés de certaines maladies. En quelque sorte, il y aura une lumière, un voyant qui s'éclairera et qui permettra de voir si on peut intervenir ou on doit intervenir. Ce sont des informations qui seront alors utilisées pour faire les tests suivants qui, eux, approfondiront la situation. Une toute dernière question dans le public? Oui, merci beaucoup et merci encore de tout ce que vous nous avez dit. Pour revenir au cliché que vous aviez sur les intestins et la compréhension du grand nombre de maladies qui viennent de l'intestin, que pensez-vous de la consommation de compléments alimentaires à l'avenir? Dans quelle mesure ça va être impacté par cette évolution? Eh bien, il y aura sans doute un impact très important. D'abord, vous êtes beaucoup en bien meilleure santé que les Américains, mais nous avons réussi néanmoins à modifier sensiblement le régime alimentaire des Américains en quelques années. Nous pensons que cela va également modifier les paramètres microbiens. Tout est individualisé néanmoins. Ça veut dire que si vous mangez une certaine variété de pain, on peut voir ce que cela provoque au niveau de votre taux de glucose. Et ça peut varier par rapport à votre voisin. Il va donc y avoir des régimes alimentaires individualisés qui affecteront votre métabolisme personnel, ce qui est tout de même très important. Une des raisons, c'est que votre microbiome est intrinsèquement lié à votre système immunitaire. Vos intestins et votre système immunitaire présentent un équilibre constant. Le système immunitaire est essentiel aussi pour votre santé. Tout ceci est en équilibre et le régime alimentaire ou les aliments, c'est le moteur de cela. On a beaucoup parlé du génome, certes, mais on peut aussi agir sur le régime alimentaire, ce qui a une incidence sur le métabolisme, donc la santé à tous les niveaux. L'essentiel, c'est de comprendre quels sont les compléments alimentaires qui vont faire de l'effet et surtout ceux qui feront de l'effet pour vous et non pas pour votre voisin. Une toute dernière question ici. Pour ceux d'entre nous qui veulent se faire séquencer le génome, est-ce qu'il y a un bon endroit auquel s'adresser, comme il y a des bons et des mauvais médecins? Eh bien là, ça c'est une question délicate. Le génome peut être séquencé pour $1000. À peu près n'importe où, une société qui s'appelle Veritas à Boston qui va vous renvoyer votre séquence. L'interprétation de ces données, ça, c'est une autre paire de manches. Je suis un peu sceptique. Je sais en tout cas que cette société n'examine pas le génome comme nous le faisons nous. Ça nécessite 40 heures d'examen approfondi de la part d'un spécialiste, c'est pour ça que c'est si cher. On peut aussi s'adresser à la société Illumina, qui vous donnera une interprétation allégée. C'est comme ça que je connais des tas de problèmes parce qu'on me critique ensuite pour avoir donné ces informations. En fait, pour obtenir un séquençage de l'ADN très détaillé, ça prend beaucoup de temps et il y a un certain nombre de groupes qui s'en occupent. Voilà, je clôt la discussion.
à propos de l'avenir. Un jour, peut-être irons-nous nous implanter sur la planète Mars. Pourquoi est-ce que j'en parle alors que nous parlions justement du génome? Vous avez peut-être entendu parler de ces deux jumeaux, Mark et Scott Kelly, des astronautes dont un est allé dans la station spatiale internationale et l'autre est resté sur Terre. Et vous avez analysé Mark ou Scott, je ne sais plus. C'est Scott qui était dans l'espace. Eh bien, vous avez analysé son ADN pour savoir quelles étaient les incidences des rayons cosmiques sur son ADN. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments de résultats? En fait, on vient juste de rassembler tous les échantillons. On est en train de les traiter. On n'a pas de résultats pour l'instant. On vient de rassembler ces informations, comme on l'a fait pour moi et pour toutes ces autres personnes. On a rassemblé des échantillons sur Scott qui était à l'espace, Scott Kelly, alors que Mark était encore sur Terre. Et on a suivi l'évolution de leur biochimie. Lorsque Scott a décollé, s'est rendu dans l'espace, pendant toute l'année qu'il a passé dans l'espace, etc. Et on va voir les changements biochimiques qui l'ont touché. Je suis sûr qu'il y aura des réactions importantes. Je prédis pour ma part qu'il y aura des différences dans l'épigénome, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Bien sûr, on verra bien. Il a été évidemment bombardé par des radiations, mais c'est un petit peu délicat de voir les changements. On verra bien. Eh bien, c'est ce qu'on suivra dans les prochaines années, prochains mois. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Monsieur Snyder. Voilà, cette discussion va certainement se poursuivre ces 2 prochains soirs. Donc, vous avez le programme sous les yeux. Jeudi soir, Svante Pääbo sur l'homme de Néandertal et vendredi, Peter Sloterdijk. Il me reste à remercier la Fondation Wright pour l'organisation de ce colloque, à l'Université de Genève pour l'accueillir, à vous tous d'être venus, à tous ceux qui l'ont mis sur pied aussi pour leur travail. Et je vous donne rendez-vous jeudi. Il reste une dernière chose. Si vous avez aimé cette conférence, si vous l'avez détestée, si vous l'avez trouvée inintéressante ou très intéressante, dites-le nous. On organise un petit sondage. La Fondation organise un petit sondage pour améliorer les prochains colloques. Donc, prenez 5 minutes, ça dure 5 minutes, pour nous dire ce que vous pensez de ces conférences. Merci beaucoup. À jeudi. Au revoir. Thank you very much. Okay, very good. Okay.